Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Journal du Coin. Certains me connaissent déjà et vous me suivez peut-être déjà sur ma chaîne personnelle, mais pour les autres, je me présente. Moi, c'est Crypto Farmer, je suis un amoureux de la finance décentralisée, qu'on va également souvent appeler DeFi, et je passe la majorité de mon temps à m'informer et à analyser des projets. Et au lieu de rester dans mon coin, en quelque sorte me la jouer perso, je préfère faire du contenu vidéo pour ainsi pouvoir partager mes connaissances et également les bons plans. Alors si vous vous intéressez à la technologie de la blockchain et en particulier la finance décentralisée, la DeFi, alors vous avez sûrement entendu parler des échangeurs décentralisés, qu'on va également souvent appeler DEX. Donc il y a par exemple Uniswap sur Ethereum, PancakeSwap sur la Binance Smart Chain, Redium sur la blockchain Solana. Chaque blockchain qui propose de la DeFi a un ou plusieurs échangeurs décentralisés. Cela va permettre aux utilisateurs de trader des crypto-monnaies directement sur la blockchain, sans avoir besoin d'utiliser une plateforme centralisée comme Binance ou Coinbase, sans avoir besoin de faire confiance à une plateforme centralisée. Néanmoins, pour quelques raisons techniques que l'on verra durant la vidéo, le fonctionnement de la majorité des échangeurs décentralisés est très différent, car au lieu du classique système de carnet d'ordre, il va y avoir un système de pool de liquidité. Et nous le verrons dans la vidéo, ce système a des avantages et également des inconvénients, comme par exemple l'impermanent loss. J'espère que ce sommaire vous plaît et on attaque directement les explications sur mon écran. Donc la première limite technique d'un carnet d'ordre pour un échangeur décentralisé, c'est que chaque action que vous allez réaliser sur cet échangeur va compter comme une transaction. Par exemple, si je veux mettre un ordre limite de vente, ça va me faire une transaction. Si un trader me prend une partie de mon ordre limite de vente, ça va faire une transaction. Donc on voit qu'assez rapidement, même pour des actions assez simples, le nombre de transactions va s'accumuler. Et ça peut être très problématique, notamment pour les blockchains, je pense par exemple à Ethereum, où le coût des transactions est relativement élevé. Néanmoins, avec les nouvelles blockchains comme par exemple Solana ou les layers 2 d'Ethereum, cette limite technique risque de disparaître car les frais sur ces blockchains sont beaucoup moins élevés. Ensuite, un deuxième problème lié au carnet d'ordre sur un échangeur décentralisé, c'est que toutes les informations qui se passent sur la blockchain sont publiques, ce qui peut créer un problème de front-running. Le front-running, je vais vous l'expliquer, c'est lorsque vous transmettez un ordre d'achat par exemple à un échangeur décentralisé, mais une personne va en quelque sorte vous doubler en faisant la même transaction mais en utilisant plus de gas, donc ça va faire la transaction plus rapidement. Il va donc acheter la première ligne du carnet d'ordre et ensuite vous revendre la même crypto-monnaie un peu plus cher. Et enfin, le troisième défaut important du carnet d'ordre, c'est qu'il n'est pas très adapté pour les marchés illiquides. Par exemple, les crypto-monnaies avec une toute petite capitalisation ou alors les crypto-monnaies qui ont très peu de volume d'échange. Et donc pour pallier à ces trois différents problèmes, on va voir que la solution la plus démocratisée, ça va être les AMM, ça va être des échangeurs décentralisés qui vont fonctionner avec un système de pool de liquidité. Alors déjà concrètement, une pool de liquidité, c'est un smart contract, donc ce sont des lignes de code qui vont permettre de faire fonctionner tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Le fonctionnement d'une pool de liquidité, ça va commencer avec un fournisseur de liquidité qui va déposer ses crypto-monnaies dans la pool. Bien évidemment, les pools vont fonctionner avec minimum 2 crypto-monnaies. Certaines pools, surtout en stablecoin, peuvent fonctionner avec plus. Et cet apport de liquidité va être fait la majorité du temps dans une balance 50-50, mais on le verra qu'il y a aussi des cas de pool de liquidité 80-20 ou même 98-2. Et un détail important, c'est qu'il peut y avoir plusieurs fournisseurs de liquidité dans la même pool. Ainsi, toutes les liquidités vont être mutualisées entre elles. Et après avoir apporté de la liquidité, vous allez recevoir des LP tokens qui vont être en quelque sorte votre reçu. Ces LP tokens représentent votre part dans la pool de liquidité et seront donc nécessaires pour venir récupérer vos crypto-monnaies une fois que vous voulez sortir de la position. Donc de l'autre côté, le trader va se servir de cette liquidité dans la pool pour pouvoir faire des échanges. Dans notre exemple, on a pris une pool BNB BUSD, donc le trader va pouvoir soit acheter, soit vendre du BNB contre du BUSD. Mais vous vous doutez bien que cette action d'échanger des crypto-monnaies va déséquilibrer la pool et elle ne sera plus à hauteur de 50-50. Donc pour rééquilibrer la pool, il va y avoir un changement de prix qui va suivre une formule mathématique que nous verrons dans une prochaine slide. Donc avant de passer à la slide suivante, on a mentionné le trader qui souhaite échanger des crypto-monnaies pour son propre compte, mais il peut également le faire dans une optique d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il va essayer d'être la passerelle entre deux échangeurs, acheter une crypto-monnaie moins chère chez l'un pour le revendre plus cher chez l'autre. Cette notion d'arbitrage va nous aider pour comprendre l'exemple suivant.
Et aussi, petite parenthèse, vous vous posez sûrement la question, mais la plupart du temps, l'arbitrage est exécuté par des algorithmes et des bots. Donc maintenant que vous comprenez le système de pool de liquidité, on va passer en revue un exemple qui va nous amener à la notion de impermanent loss. C'est vraiment l'inconvénient majeur de fournir de la liquidité. Donc pour faciliter la compréhension, on va utiliser des chiffres ronds. Donc imaginons qu'on a déposé 10 000 BUSD, ça vaut 1 dollar, donc la valeur totale, ce sera 10 000 dollars. Et le prix du BNB est de 500, on en a déposé 20, ça fait 10 000. Donc on voit qu'on a bien l'équilibre, 10 000 et 10 000, l'équilibre 50-50. Et maintenant, imaginons que sur Binance, le prix du BNB est monté à 550. Alors ça va créer une opportunité d'arbitrage. Donc un trader va venir, va acheter du BNB dans la pool et ensuite le vendre plus cher sur Binance. Et là, je pense que vous voyez la question qu'on peut se poser. Combien de BNB le trader peut acheter avant que le prix augmente jusqu'à 550? Parce que bien évidemment, s'il peut acheter les 20 BNB à 500, il le fera puisqu'il les revendra plus cher une fois sur Binance. Et c'est maintenant qu'on va s'amuser avec la super formule X fois Y égale K. On appelle cette formule aussi la Constant Product Market Maker. Je vous la présente car je pense que c'est important de connaître ce qui se cache derrière le système de pool de liquidité, mais on le verra que concrètement, à l'utilisation, il y a des outils beaucoup plus simples et qui sont disponibles. Et pour revenir à l'exemple précédent, donc je vous ai mis à droite le détail de l'arbitrage. Donc le trader en question achètera 0,93 BNB pour un prix total de 488. Ça lui fera un prix de revient unitaire à 524. Tout ça, il va le vendre sur Binance à 550. Donc au final, il empochera 23 dollars moins les frais de transaction. Et tout ça nous amène doucement à la notion de impermanent loss. Donc avant l'arbitrage, quand le BNB valait 500, notre position totale, elle valait 20 000. Et ensuite, après l'arbitrage, une fois que le prix du BNB est monté à 550, quand on soustrait les BNB et qu'on additionne les BUSD ajoutés par le trader qui a fait l'acte d'arbitrage, on est au total à 20 976 dollars. Maintenant, on pourrait se demander quelle serait la valeur de notre position si on n'avait pas fourni de la liquidité, si on avait gardé nos crypto-monnaies dans notre wallet. Eh bien, tout simplement, si on fait le calcul, notre position vaudrait 21 000 dollars aujourd'hui. Et c'est justement cette différence entre ne rien faire et avoir fourni de la liquidité qui est l'impermanent loss. Mais vous l'avez peut-être remarqué, notre perte via l'impermanent loss, c'est la quantité de gains que le trader a réalisé lorsqu'il a fait l'acte d'arbitrage. En quelque sorte, c'est la personne qui a réalisé l'acte d'arbitrage qui a pris une fraction de nos profits. Ensuite, pour revenir sur le terme d'impermanent loss, théoriquement, comme son nom l'indique, elle est temporaire. Donc si demain le prix du BNB revient à 500, alors l'impermanent loss qu'on a subi va être annulé. Néanmoins, et c'est vraiment très important à comprendre, deux crypto-monnaies volatiles n'évolueront jamais à la même vitesse. Donc au final, l'impermanent loss est obligatoire et se transformera en perte permanente à tous les coups. Donc un peu de théorie maintenant, comme vous le voyez sur le graphique à gauche, l'impermanent loss va être différente suivant l'équilibre de la pool. Mais comme dit précédemment, la majorité des échangeurs vont utiliser des pools 50-50 et de temps en temps 80-20. Une donnée très importante, c'est qu'importe la balance de la pool, si une des deux crypto-monnaies vaut 0, alors l'intégralité de votre position vaudra 0, puisqu'au final, les arbitres auront récupéré toutes les crypto-monnaies qui ont encore de la valeur. Pour le cas où ça augmente et qu'une crypto-monnaie surperforme l'autre, on voit que l'impermanent loss est beaucoup plus linéaire. Et à droite, je vous propose un petit outil si vous voulez par exemple faire des simulations. Vous mettez le nom des cryptos, le changement de prix, et bien sûr la balance de la pool. Et une fois que vous avez fait tout ça, l'application va calculer pour vous l'impermanent loss. Donc là, par exemple, j'ai utilisé les données de notre exemple précédent. Pour l'instant, on a parlé seulement de pertes, mais fournir de la liquidité, ça peut aussi vous rapporter de l'argent. Premièrement, lorsqu'un trader effectue un échange, il va laisser 0,17 à 0,3% de frais pour les personnes qui fournissent de la liquidité. Donc mécaniquement, au fur et à mesure du temps, la taille de la pool de liquidité va grandir. Et également, un deuxième type de récompense, ça va être de mettre vos LP tokens. Donc, ce sont les tokens qu'on a récupérés lorsqu'on a déposé notre liquidité. Et je prends le cas de PancakeSwap qui est sur la Binance Smart Chain. Mais lorsque vous déposez vos LP tokens dans la petite section Farm à gauche, vous allez obtenir par exemple sur du BUSD BNB une récompense supplémentaire de 27% en token de gouvernance, ici le cake. Bien sûr, cette récompense, c'est en APR, donc ça veut dire que c'est du rendement annualisé. Donc la question à se poser si vous souhaitez déposer de la liquidité, c'est est-ce que les récompenses en frais de trading et les récompenses en token de gouvernance vont être supérieures
par rapport à votre perte en impermanent loss. Et avant de conclure, quelques tips par rapport à l'impermanent loss. Déjà, je vous mettrai en description un peu de lecture par rapport à des avancées techniques et de nouvelles façons d'aborder le système de pool de liquidité qui sont très intéressantes, notamment la V3 d'Uniswap. Ensuite, si vous voulez fournir de la liquidité sans subir les impermanent loss, il faudra rester sur des stablecoins ou des stable assets. Donc des stablecoins comme le BUSD et l'USDC et des stable assets comme le ETH et le BETH. Et enfin, afin d'éviter les impermanent loss, il faut bien choisir les crypto-monnaies que vous utilisez. Quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'elles soient corrélées entre elles. Donc si elles montent toutes les deux en même temps. Et si elles descendent toutes les deux en même temps. Et également, peut-être éviter les crypto-monnaies trop volatiles. Parce que si jamais elles perdent 80%, vous allez avoir beaucoup d'impermanent loss. Et si jamais elles font un x20, vous n'allez pas autant profiter de la hausse. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez compris les spécificités et les risques liés à la notion de pool de liquidité. Bien évidemment, l'impermanent loss devra être pris en compte si vous souhaitez déposer de la liquidité sur un échangeur décentralisé. Si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser dans la rubrique commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Crypto Farmer pour le JDC. Ciao!